Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir vous asseoir, de rejoindre vos places. On va débuter dans quelques instants. Il reste des places de part et d'autre de la scène. Aussi nombreux par milliers pour cette journée. Vous pouvez applaudir l'équipe d'organisation qui vous accueille sur le public de pour cette nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Très heureux de vous retrouver une année encore pour 2 journées d'échange, de partage, de confrontation d'idées, sans tabou et sans langue de bois, comme l'a voulu d'ailleurs le nouveau président Patrick Martin. On aura l'occasion d'échanger, de vous présenter tout cela tout au long de l'après-midi. L'occasion, et on peut le faire tous ensemble, d'accueillir les personnalités qui viennent de me rejoindre. On peut applaudir Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres qui sont aussi à nos côtés. Soyez les bienvenus. Nous aurons l'occasion de rencontrer des très très belles personnalités pendant ces 2 jours. Il en est une qui a souhaité partager un message avec vous à la demande de Patrick Martin, mesdames et messieurs, pour la première fois, je crois, dans l'histoire de la REF et des rencontres du MEDEF. Le président de la République a souhaité vous adresser ce message, mesdames et messieurs. Merci d'applaudir le président de la République, M. Emmanuel Macron, qui s'adresse à vous en vidéo. Monsieur le Président, chers amis, cher Patrick Martin, ça n'était pas prévu, mais il y a quelques jours, vous m'avez demandé d'adresser un message direct en ouverture de ces rencontres, et j'ai donc accédé à cette demande, et je voulais simplement vous dire quelques mots. D'abord, pour vous féliciter pour votre élection à la tête du MEDEF, et vous dire combien je considère que le travail de votre organisation est important. Et je veux, ce faisant, saluer l'engagement, le travail de votre prédécesseur, Geoffroy Roux de Bessieux, durant toutes ces années à la tête du MEDEF. Vous souhaitez à la fois les meilleures félicitations et bon courage pour les années à venir, et saluer ici le travail de l'ensemble de vos homologues, qui sont à la tête d'organisations patronales et syndicales, et le travail que toutes et tous font avec leur conviction, leur sincérité pour le pays. Mais ce message avait vocation à vous dire que dans le moment où nous vivons, je suis absolument convaincu que l'unité doit prévaloir. En effet, la guerre est là en Europe, les coups d'État se multiplient en Afrique, les incertitudes géopolitiques sont présentes, la tension sino-américaine accroît ses troubles et, je dirais, accroît la pression aussi sur notre Europe, l'accélération des changements technologiques, qu'il s'agisse des technologies vertes ou de l'intelligence artificielle, du quantique et tout ce qui s'ensuit, est là qui nous presse. Et évidemment, le changement climatique, les dérèglements climatiques et leurs conséquences, là aussi bousculent notre quotidien, nos modes de vie, nos manières de produire. Toutes ces transformations et l'accélération en quelque sorte de l'histoire, que je rappelle là la cavalcade, nous imposent d'agir de manière unie pour avoir un modèle productif, solide et conquérant en France et pouvoir financer notre modèle social. Pour ce faire, je crois que nous avons une force qui est notre système énergétique français, la force de nos entrepreneuses et nos entrepreneurs, ce tissu à travers tout le pays, en France hexagonale comme ultramarine. Nous avons la solidité de notre État et de notre modèle social, nos infrastructures, etc., etc. Et je crois que nous l'avons renforcé ces 6 dernières années. En effet, depuis 6 ans, nous avons transformé le pays et nous avons des résultats. À travers les grandes réformes et les transformations qui touchent le droit du travail, la fiscalité, l'organisation de plusieurs secteurs, du ferroviaire en passant par l'énergie, et j'en passe, les réformes de l'assurance chômage comme des retraites, nous avons une France qui a des résultats bien meilleurs. Un taux d'activité qui a augmenté, un taux de chômage qui a atteint des niveaux historiquement bas, un taux de chômage des jeunes qui a atteint aussi des niveaux historiquement bas, un apprentissage qui n'a jamais été aussi élevé, nous atteindrons le million durant ce quinquennat auquel nous nous sommes engagés, une attractivité record en Europe durant ces 4 dernières années, des résultats dans beaucoup de secteurs macroéconomiques qui sont très solides, et donc sur l'ensemble de ces segments, une force économique qui est liée à la libération de notre activité, qui est le fruit de notre travail collectif. Ces dernières années ont aussi été marquées par une baisse historique des prélèvements obligatoires,
pour les ménages comme pour les entreprises, qui je crois était à la fois conforme aux engagements que j'avais pris et qui a montré son efficacité parce qu'elle a permis de créer plus d'activités et ce faisant, tout en baissant les taux, d'avoir un rendement fiscal accru. Ces dernières années ont aussi été marquées par un engagement de l'État quand il a fallu protéger face à la crise Covid, avec là aussi des systèmes inédits en France de chômage partiel, de protection de l'activité, où face au choc des prix de l'énergie liés à la reprise non coordonnée ou la guerre en Ukraine, et ces deux moments, je les assume pleinement parce que je considère que le gouvernement a protégé l'activité économique, les entrepreneuses, les entrepreneurs et leurs salariés, et a permis de repartir plus vite. C'est ce qui fait qu'au moment où je vous parle, nous avons un taux d'activité, une économie, une taux de croissance qui se porte bien mieux que nombre de nos voisins et qui nous permet de résister. Et puis, dans le même temps, ces 6 dernières années ont aussi été marquées par un investissement inédit dans notre recherche et notre enseignement supérieur, dans des programmes sur le quantique, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, etc. La création de la mission France 2030, avec là aussi 50 milliards d'engagements d'investissements nouveaux dans absolument tous ces secteurs, mais également dans notre agriculture, dans notre industrie, pour en transformer les modèles productifs et en quelque sorte faire que nous sortions vainqueurs de cette révolution technologique et climatique. Vous le voyez, durant ces 6 dernières années, nous avons transformé, protégé et projeté le pays vers l'avenir, avec des résultats qui se tiennent aujourd'hui, qui sont là. C'est fort de ce bilan collectif que je dis que nous devons nous unir. Nous unir pour gagner les batailles qui sont devant nous. La première, la plus importante, c'est celle du plein emploi. Durant ces 5 dernières années, malgré les crises sociales, malgré le Covid, malgré la guerre revenue sur le sol européen, nous avons baissé de plus de 2 points notre taux de chômage au niveau national. Dans certains bassins d'emploi, encore plus. Nous l'avons baissé chez les seniors et chez les plus jeunes. Nous devons aller plus loin et gagner la bataille du plein emploi. J'ai besoin de vous aussi. Et donc nous allons ensemble continuer les transformations, celles du lycée professionnel, celles du premier cycle universitaire, celles de France Travail, celles de taux d'activité tout au long de la vie. Pour ça, j'ai besoin de vous. Le gouvernement, la Première ministre, les ministres reviendront sur chacun de ces sujets. Mais au fond, la trajectoire fiscalo-sociale que vous allez acter avec le gouvernement, qui se traduira dans les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale, et tout ce qui s'ensuit, doit pour moi procéder de cette bataille. Pourquoi ? Parce que notre pays a besoin de gagner la bataille du plein emploi et de la réindustrialisation. C'est clé. C'est clé pour revitaliser nos territoires, c'est clé pour avoir une France plus forte, plus souveraine, plus indépendante en Europe et dans le monde, pour posséder des solutions technologiques et industrielles d'avenir, et pour que nous puissions financer le modèle social et notre unité. Qu'est-ce qui fragilise la nation ? C'est 30 ans de désindustrialisation, c'est 30 ans d'incapacité à régler le chômage de masse. Nous sommes en train de mettre fin à cette fatalité française. On doit aller au bout de cela, et j'ai besoin. C'est la première des batailles. La deuxième, c'est de gagner la bataille conjoncturelle en Europe et dans le monde. Pourquoi ? Parce que nous le voyons bien, le moment que nous vivons est plus dur. La politique monétaire devient plus restrictive, la situation macroéconomique est plus complexe que naguère. Face à ça, il faut rester unis, apporter des réponses secteur par secteur adaptées, mais il faut l'unité de tous les territoires, de tous les acteurs économiques, sociaux et politiques pour que la France tienne, et aussi pour que nous impulsions la bonne dynamique macroéconomique en Europe par un travail de conviction à travers vos relations avec vos homologues et celui que le gouvernement doit avoir. Ma conviction, c'est que notre Europe a besoin de plus d'unité, de continuer d'intégrer ses marchés et d'une relance de son investissement pour être à la hauteur de la concurrence internationale, en particulier quand on parle de l'industrie verte ou de l'intelligence artificielle. La France fait la part de son travail en passant des lois, en investissant, mais il faut plus d'Europe, plus d'ambition, une réponse macroéconomique plus adaptée. Et puis on a besoin d'être unis pour gagner cette bataille de l'avenir et accélérer nos transitions, préparer nos jeunes. Et donc j'ai besoin de vous, oui, pour nous aider à mieux orienter notre jeunesse, pour préparer les besoins en termes d'éducation, de recherche finalisée, d'investissement de demain, et réussir à projeter le pays vers l'industrie verte, plus technologique, avec des bons emplois pour demain. Je ne veux pas être plus long. Vous aurez un débat avec notre Première ministre, nos ministres, je
je le sais, seront avec vous durant ces jours à venir. Mais je veux, à travers cette expression, vous dire ma confiance, vous dire aussi mes attentes à l'égard des entrepreneuses et des entrepreneurs de notre pays, et vous dire combien je considère que c'est un travail aussi qui est à conduire par un dialogue social rénové, modernisé, avec l'ensemble des organisations syndicales, au niveau national, dans les branches, et aussi, je dirais surtout, au niveau de chaque entreprise. Mais vous le voyez, ce à quoi je crois dans cette rentrée, c'est un message d'unité. Tous unis pour gagner la bataille du plein emploi. Tous unis dans une conjoncture un peu plus difficile où il nous faut tenir et continuer d'avoir des bons résultats français. Tous unis pour projeter notre pays vers les défis de demain. Tous unis parce que nous avons des résultats qui sont le fruit du travail des dernières années. Ça nous donne de la crédibilité et ça nourrit une confiance entre nous. Vous savez que vous avez un président, c'est le gouvernement, qui, quand il s'engage sur des choses, le fait. J'attends la même chose de vous. Je le dis avec confiance et détermination. Voilà le message d'optimisme lucide, de détermination, de volonté, d'unité que je voulais passer en cette rentrée et au début de vos travaux. Bon courage à toutes et tous et à très bientôt. Merci. Merci à Monsieur le Président de la République qui, à la demande de Patrick Martin, a accepté de nous adresser ce message. On va avoir l'occasion d'y revenir, bien sûr, lors de nos échanges. Il est temps d'accueillir celui qui vous rassemble aujourd'hui, qui nous réunit tous avec ses belles équipes. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir sur scène le nouveau président de l'UDF, Monsieur Patrick Martin. Merci. Du fond du cœur, merci. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers amis, quel bonheur de vous retrouver tous ici, si nombreux. Bienvenue. Peut-être que certains initiés se sont livrés à un pronostic sur la musique d'entrée. Les plus rockers d'entre vous, ils sont nombreux, auront reconnu Don't Stop Me Now de Queen. Pourquoi ce titre? Selon le Feel Good Index, que vous suivez aussi attentivement que le Standard & Poor's, c'est la chanson qui rend le plus heureux. Et je pense qu'en cette période un peu anxiogène, une dose d'enthousiasme ne nuit pas. Don't Stop Me Now, c'est aussi un appel. Un appel à ne pas rester les bras croisés, un appel à la vitalité, un appel à ne pas s'arrêter en si bon chemin, un appel à l'action, à l'optimisme, et cela tombe bien, car l'action et l'optimisme, c'est le moteur des entrepreneurs, c'est notre moteur. Chers amis, bienvenue à Longchamp, bienvenue à la REF 2023, bienvenue à la rencontre des entrepreneurs de France. En notre nom à toutes et à tous, je remercie très sincèrement le Président de la République pour son message volontariste et lucide qui nous invite à l'unité. Nous l'avons entendu, le Président de la République souligne la contribution éminente des entreprises et le rôle des partenaires sociaux dans la réussite du pays. Nous serons au rendez-vous. Permettez-moi de rendre un hommage aujourd'hui à Denis Kessler, l'inventeur, avec Ernest-Antoine Seignière, de notre rencontre de rentrée. Denis, qui nous a quittés en juin dernier, était un penseur audacieux, un exceptionnel promoteur de l'économie de marché.
Inspirons-nous de lui et d'autres pour plus encore investir le débat d'idées, réaffirmer nos valeurs et notre doctrine, il le faut. Au-delà de son impressionnante fréquentation, pourquoi la REF est-elle devenue l'événement à ne pas manquer? Parce que la profondeur et la diversité de nos débats contribuent à montrer la voie. Des débats respectueux et sans tabou ni sectarisme. Parce que le mouvement des entreprises de France doit aussi être un MEDEF de réflexion, un MEDEF de prospective et d'anticipation. C'est essentiel dans une période confuse, lourde de menaces, mais aussi riche d'extraordinaires opportunités. Nous, entrepreneurs, avons plus que jamais besoin d'une meilleure compréhension des situations que nous traversons pour nous projeter dans l'avenir tout en mesurant nos risques. Le risque, c'est l'essence même de l'économie libérale et de l'esprit d'entreprise qui nous anime tous. Le goût du risque n'est pas la chose du monde la mieux partagée. N'en faisons pas un titre de gloire, mais assumons avec fierté le rôle qui est le nôtre pour construire un avenir meilleur pour tous. Au-delà de la stimulation intellectuelle, cette compréhension des situations est nécessaire dans un monde fragmenté que certains aimeraient même voir en pleine dislocation. Je vous souhaite à tous de quitter cette REF avec les idées claires, en tout cas plus claires, et un moral d'acier. Mais tout autant que de réfléchir ensemble, nous avons nécessité de partager notre vision et nos convictions. C'est là aussi le but de la REF, faire entendre notre voix, la voix forte des entrepreneurs de France. Notre vision et nos convictions sont légitimes, tant nous contribuons au bien commun par la création de richesses, d'emplois, par notre incessante capacité à innover. Oui, nous apportons, vous apportez des solutions là où tant d'autres s'exaltent dans le commentaire, les postures et la seule critique stérile. Face aux forces d'empêchement, nous sommes une force d'entraînement. Alors, on nous dira que le président du MEDEF ou le mérite des entrepreneurs, c'est d'évidence assez convenu. Mais il se trouve que cette idée est également portée par une personnalité particulièrement éminente. Cette personnalité n'est autre que le pape, qui, à défaut d'avoir pu honorer d'une intervention en direct notre manifestation, nous a écrit une remarquable lettre. Je l'en remercie. La lecture de cette lettre vous sera faite cet après-midi en introduction de notre débat sur la foi en l'avenir. Mais j'aimerais dès maintenant vous en livrer un passage. Que nous dit le pape, dont chacun connaît la liberté de ton? Je le cite. Quand je pense aux chefs d'entreprise, le premier mot qui me vient à l'esprit est bien commun. Il n'est en effet pas possible aujourd'hui d'imaginer une amélioration du bien commun, c'est-à-dire de la vie économique et sociale, de la justice, des conditions de vie des plus pauvres, sans considérer les entrepreneurs comme des acteurs du développement et du bien-être. Vous êtes un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité, du bonheur public. Fin de citation. Ce que nous écrit le pape François, d'autres hautes grandes autorités spirituelles, intellectuelles, politiques, pourraient probablement elles aussi l'exprimer. Notre MEDEF n'est évidemment pas une organisation confessionnelle. Mais quel message que celui-ci? Eh bien oui, nous sommes des acteurs essentiels du bien commun et de la prospérité. Oui, nous sommes la solution à tant de défis auxquels notre monde, notre continent, notre pays sont confrontés. Nous avons une responsabilité, soyons à la hauteur. Ces défis qui nous attendent, il ne s'agit en aucun cas de les minorer,
ou pire encore de les occulter. Défis climatiques au premier chef. L'actualité de cet été nous le rappelle douloureusement à travers toute la planète, mais aussi défis démographiques, sociétaux, technologiques, démocratiques, géopolitiques, ou plus classiques, mais tout aussi aigus, défis conjoncturels et financiers. J'entends encore ici ou là que le MEDEF lui-même, ses 190 000 entreprises adhérentes employant près de 10 millions de salariés, seraient dans le déni, singulièrement s'agissant des défis climatiques et sociétaux. J'entends que nous croyons encore en de vieilles lunes autour d'un modèle économique et social qui serait périmé, voire mortifère. 190 000 entrepreneurs et 10 millions de salariés, pardonnez-moi, mais ça ferait quand même beaucoup d'inconscients. La vérité est tout autre. La RSE, c'est désormais notre quotidien à tous. Et c'est pourquoi, durant cette trêve, nous parlerons largement d'engagement, en valorisant nombre d'initiatives entrepreneuriales, individuelles ou collectives, toutes formidables. Des initiatives qui se multiplient à travers tout le territoire, dans les entreprises, de toute taille et de tout secteur. Des initiatives menées peut-être trop discrètement, faisons-les mieux connaître. Oui, faisons-les connaître pour corriger l'image négative de l'entreprise que certains voudraient nous coller, souvent par ignorance, parfois par malveillance. Nos propres salariés, qui par définition nous connaissent, nous font très largement confiance. Notre ADN, c'est la construction, c'est l'action, c'est le collectif, c'est la soif d'avenir. Nous sommes responsables sur la base d'initiatives spontanées plutôt que sous la contrainte d'obligations croissantes et pour certaines iniques. Je pense en particulier au projet de l'Union européenne sur le devoir de vigilance. Nous sommes à la fois des pragmatiques, des praticiens, des performers, mais aussi des obsédés du temps long, donc de la responsabilité durable. Notre horizon, ça n'est pas l'annualité budgétaire. Notre horizon, c'est celui d'investissements toujours plus aléatoires sur de nouvelles technologies. Notre horizon, c'est aussi l'avenir dans nos entreprises, des salariés que nous recrutons, que nous formons, que nous voulons fidéliser. Alors qu'un large consensus existe sur les défis qui nous attendent et la finalité de notre engagement, assurer l'avenir des générations futures sur une planète viable pour tous, une lourde erreur demeure. La vérité, c'est qu'il ne faut pas inverser l'ordre des facteurs. Cette erreur, c'est considérer que l'intendance suivra. Clin d'œil gaulien à mon ami Geoffroy. C'est considérer que les entreprises, tout comme nos concitoyens, ne sont que des variables d'ajustement. Et tant pis pour les dommages collatéraux et les effets pervers. Nous le vivons de manière caricaturale avec le zéro artificialisation nette, les zones à faible émission, ou l'incessante remise en cause des normes de motorisation dont les acteurs de bon sens mesuraient dès l'origine les difficultés de mise en œuvre dans les délais impartis. Agir ainsi, c'est en réalité le meilleur moyen de ne pas aboutir, de ne pas réussir la nécessaire transition. En somme, de compromettre l'avenir par des décisions absurdes. L'idéologie ou les décisions de circonstance ne doivent pas l'emporter sur la raison. La vérité, c'est que nous ne sortirons par le haut que si nous arrivons à réunir les conditions économiques, financières et sociales nécessaires. Nécessaires à quoi? Nécessaires au financement si coûteux de l'innovation dans des domaines aussi majeurs que la décarbonation ou la santé. Nécessaires à l'emploi et au pouvoir d'achat. Nécessaires à la défense de notre souveraineté dans un monde qui doit rester ouvert. Nécessaire à l'indispensable réindustrialisation de notre pays, nécessaire au rétablissement et à l'équilibre durable de nos régimes sociaux et de nos finances publiques. Tout simplement pour assurer concorde nationale et ordre républicain, conditions essentielles de la paix civile dont nous venons une fois encore de mesurer la fragilité. Autant que les citoyens et les collectivités
nos entreprises sont victimes des désordres publics. Oui, nous avons besoin de nous unir, de nous réunir autour d'un dessein et d'un récit partagé, celui de la réussite collective. Je le disais en introduction, les défis sont immenses, mais les entreprises ont la solution. Elles ne cessent de le prouver. La création d'emplois, nous savons faire. La sobriété, nous savons faire. L'inclusion, l'intégration, nous savons faire. La décarbonation, nous savons faire. Avec un horizon clair, la neutralité carbone à l'horizon 2050 et le respect des accords de Paris. La revalorisation des salaires, nous savons faire également. Et les derniers chiffres dans le secteur privé en témoignent. Donc oui, nous avons les solutions, mais cela demande que l'on nous en laisse la liberté et les moyens. Oui, investir, innover, recruter, former, c'est toujours un engagement. Ce n'est pas pour faire genre que notre MEDEF s'est doté dès début 2019 d'une raison d'être. Je la rappelle, agir ensemble pour une croissance responsable. Croissance et responsabilité sont indissociables, n'en déplaise aux déclinistes et aux anti-tout qui tentent de saturer le débat public. Cette croissance est largement entre les mains des entreprises, de nos entreprises. Autant dire que tout signal venant saper leur confiance serait immédiatement contre-productif. Je le rappelle, déduction faite des 160 milliards d'euros de restitution, les entreprises françaises restent les plus taxées au monde. Et pourtant, voilà que prospèrent de nouveau des débats menaçants sur les supposés cadeaux dont elles bénéficieraient. Je veux exprimer ici, solennellement, nos craintes et notre résolution à ne pas laisser casser la fragile dynamique de notre économie. Il faut raison garder, la politique de l'offre donne de bons résultats. Pourquoi, le plus souvent au titre de posture politicienne, nier ces résultats? Au-delà de cette pétition de principe, demain ne meurt jamais, le Rhône-Alpin que je suis voudrait bifurquer de Saint-Exupéry à de Ian Fleming à Antoine de Saint-Exupéry qui écrivait « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Bien d'accord avec Antoine de Saint-Exupéry. Ce dont nous avons besoin, c'est de cohérence. C'est d'un cap clair, co-construit et stable. C'est aussi d'un rapport de confiance entre l'État et la société civile, entre les partenaires sociaux, mais aussi avec le Parlement. Loin de moi l'idée que nous naviguons sur une mer d'huile ou que la partie est facile pour nos pouvoirs publics. Nous mesurons bien l'instabilité et la dangerosité du contexte géopolitique mondial. Nous les vivons ce jour même avec l'absence si regrettée du président de la République du Niger, le président Bazoum, qui avait accepté notre invitation à cette REF. Nous adressons tout notre soutien à ce démocrate éclairé et à son pays. Il partageait notre initiative de francophonie économique dont je veux signaler ici toute l'importance. Nous vivons aussi à travers le net ralentissement de la croissance mondiale et du commerce international ou à travers la recrudescence des procédures collectives en France. Nous vivons à travers le considérable renchérissement du crédit, particulièrement dans l'importante filière immobilière, désormais quasiment à l'arrêt sur tous nos territoires. L'immobilier, c'est un secteur essentiel dont les enjeux sont étrangement ignorés en termes de PIB, d'emploi, de pouvoir d'achat, de mobilité professionnelle et de bien-être social. Et pourtant, dans ce contexte incertain, les entreprises françaises résistent encore. Je tiens à saluer tous ces secteurs d'activité
qui ont permis à nos exportations de croître de près de 3% et de réduire notre déficit commercial de 35 milliards d'euros au premier semestre. Ces secteurs, ce sont notamment l'aéronautique, la construction navale, le luxe, l'automobile, mais aussi les cosmétiques, les services ou encore le textile. N'oublions pas non plus que depuis le début de l'année, la France exporte de nouveau son électricité. Ces éléments positifs cachent évidemment des situations très contrastées et parfois même fragiles. Ce n'est donc pas le moment d'exposer les entreprises de France à des revirements, de les plonger dans l'incertitude. Madame la Première ministre, il faut continuer à les encourager. Nous ne méconnaissons évidemment pas l'état de nos finances publiques. Il est pour partie inhérent aux opportunes mesures de soutien face au Covid, mais essentiellement lié à l'incapacité chronique de la sphère publique à maîtriser ses dépenses courantes, y compris d'ailleurs au détriment incapacité à maîtriser ses dépenses courantes, y compris d'ailleurs au détriment de ses propres capacités d'investissement. Que je sache, le président de la République vient de nous rappeler, en termes de rentrées fiscales et sociales, nos entreprises ont ces dernières années contribué non au creusement des déficits et des dettes, mais bien à un surcroît de recettes. Considérer que les entreprises devraient contribuer plus encore à l'effort fiscal et social serait infondé. Je le redis, en France, elles le font déjà massivement. Outre qu'il altérerait la confiance des entrepreneurs dans la parole de l'État, car oui, l'État s'y était engagé, la loi a été votée, un nouvel étalement de la suppression de la CVAE serait un très mauvais signal. Nos entreprises, singulièrement nos entreprises industrielles, ont un impérieux besoin de cette suppression immédiate au moment où la concurrence internationale s'intensifie et où nous devons investir massivement sur la décarbonation. Cette suppression annoncée pour 2024 a été intégrée dans nos business plans en termes de décision d'investissement et d'embauche. Elle doit intervenir en temps et en heure. Vous avez mené des réformes courageuses et responsables que je veux publiquement saluer ici, même si elles ne soldent peut-être pas complètement tous les sujets. Je veux en particulier parler des retraites et de l'assurance chômage, bien évidemment. Vos prédécesseurs ont fait de même s'agissant de la fiscalité ou de la formation professionnelle. Les résultats ont été là à chaque fois et le seront tant que la politique de l'offre perdurera. Oui, nos entreprises ont répondu présent en embauchant, en investissant, en partageant la valeur, en recrutant massivement des apprentis, en engageant résolument le verdissement de leurs offres et de leur mode de production. Madame la Première ministre, je vous conjure de ne pas altérer la confiance entre l'État et les décideurs économiques. Cela vient d'être rappelé par le président de la République lui-même, nous avons besoin d'unité. Cette confiance est indispensable à la réussite de notre pays, à laquelle nous voulons contribuer massivement. Une confiance en responsabilité qui doit aussi s'inscrire dans nos relations de travail avec le Parlement. Un mot maintenant sur nos régimes sociaux. Le MEDEF se prêtera de bonne foi et avec la volonté d'aboutir aux négociations en cours. Il a démontré ces dernières années sa capacité de dialogue social constructif, que ce soit au titre de notre agenda social autonome ou à la demande du gouvernement. Les récents accords nationaux interprofessionnels sur le partage de la valeur ou sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en témoignent. Merci, Madame la Première ministre, d'avoir veillé, comme vous vous y étiez engagé, à ce que cet accord sur le partage de la valeur soit retranscrit fidèlement dans le projet de loi. Pour autant,
je vous confirme notre désaccord quant à l'usage que le gouvernement prévoit des excédents à venir de l'UNEDIC, qui, je le rappelle, est un organisme paritaire très largement financé par les cotisations de nos entreprises. Il en va de même pour les excédents à venir, à confirmer de l'Agirc Arrco. Concentrons-nous sur l'UNEDIC. Si les excédents actuels se confirment à l'avenir, il sera normal, il sera sain de les flécher prioritairement vers le désendettement de l'UNEDIC. Mais considérons que ces excédents résultent des créations d'emplois et des revalorisations salariales par nos entreprises, les consacrer, comme le prévoit le gouvernement, à hauteur de 11 à 12 milliards d'euros supplémentaires au financement de politiques publiques serait anormal. En clair. Alors que compétitivité et salaire net restent un enjeu majeur, une partie de ces excédents devrait être consacrée à une baisse de nos cotisations chômage, autant et plus qu'un surcroît de financement de Pôle emploi ou France Travail, organisme qui nous coûterait donc plus cher pour traiter moins de dossiers. Pour être efficient et responsable, le paritarisme de gestion nécessite confiance mutuelle, équité et stabilité. Ce que nous proposons, tant aux pouvoirs publics, nationaux ou locaux, qu'aux autres partenaires sociaux, c'est une sortie par le haut, c'est un accord gagnant-gagnant. Prolongeons une logique vertueuse de croissance responsable. Interrogeons-nous collectivement sur la génération et le partage des fruits de la croissance dans la durée, en laissant autant que possible la main aux principaux intéressés, les entreprises, leurs salariés et leurs représentants en responsabilité. C'est dans cet esprit que, comme je m'y étais engagé pendant ma campagne pour la présidence du MEDEF, je proposerai premièrement l'installation d'une vice-présidence prospective et aidée avec un objectif très clair: définir nos perspectives stratégiques pour notre société, pour nos entreprises, pour notre pays. Enjeux de souveraineté, enjeux de financement de la décarbonation, mesurer les effets démographiques sur l'emploi, de la démographie sur l'emploi, s'interroger sur les qualifications et la dépendance. Quels seront les impacts de l'intelligence artificielle? Comment mieux couvrir les risques climatiques et cyber? Et ainsi de suite. Nos doctrines se doivent d'être étayées pour que notre voix soit entendue. Par ailleurs, je proposerai dès les prochains jours aux autres partenaires sociaux de travailler un diagnostic partagé en faveur d'une croissance responsable dont nous devons tous être bénéficiaires, que ce soit sur le plan environnemental, social, sociétal et bien sûr économique. Et pourquoi ne pas réfléchir à l'évolution de notre modèle social français pour le mettre au service de cette croissance durable? En effet, nous devons convenir que nos régimes sociaux deviennent trop confus et cloisonnent le traitement d'enjeux étroitement liés que sont l'emploi, la protection sociale et la formation. Clarifions les responsabilités, les financements, les périmètres d'intervention au service de la réussite par le plein emploi. Enfin, nous lancerons une mobilisation générale de nos entreprises, au-delà de ce qu'elles font déjà de remarquable, pour mieux accompagner les chômeurs vers l'emploi, les former une fois recrutés, mais aussi accompagner la réforme des lycées professionnels, du RSA et des politiques en faveur du handicap. Nous serons également au rendez-vous sur l'emploi des seniors, sans nous enfermer dans des carcans technocratiques et inutilement coûteux. Nous aurons également besoin des seniors. Vous l'aurez compris, notre attitude est donc bien positive et constructive. Ce n'est certainement pas celle du déclin, du repli sur soi, de la résignation ou de la gestion fratricide et politiquement si dangereuse de la pénurie.
Créons de la richesse pour permettre les mutations. Il en va de même à l'égard de l'Union européenne qui génère dans nos rangs autant de frustration et d'irritation que de grands espoirs. Une Union européenne qui n'est pas en reste quant au délire normatif et dont l'inertie sur certains sujets nous éclate à la figure. De cœur et de raison, le MEDEF demeure viscéralement pro-européen. C'est pourquoi, dans le cadre de la préparation des élections européennes de 2024, nous émettrons une véritable plateforme de propositions en faisant valoir, là aussi, notre thèse de la croissance responsable que nous savons partager par nos homologues patronaux de l'Union. Nous n'attendrons d'ailleurs pas cette échéance électorale majeure pour plus encore faire entendre nos voix sur des dossiers aussi importants qu'urgents, en priorité celui de l'énergie d'une manière générale, de l'énergie nucléaire en particulier. C'est à cet effet enfin que nous renforcerons encore notre expertise, notre légitimité et nos moyens sur les sujets européens, que ce soit dans le cadre de relations multilatérales ou bilatérales. Je ne saurais conclure ce discours sans vous redire ma fierté de présider notre mouvement dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. Vous redire aussi ma reconnaissance et mon admiration pour votre engagement à tous, membres de notre conseil exécutif, élus, mandataires, adhérents et collaborateurs. Je n'oublie d'ailleurs pas être moi-même un adhérent comme vous en tant qu'entrepreneur actif. Je remercie également celles et ceux qui rendent possible la tenue de cet événement, nos partenaires. Je connais bien votre mouvement, les femmes et les hommes qui le composent et le font vivre au quotidien, dans toutes les fédérations, dans tous nos territoires. Permettez-moi d'ailleurs ici un message appuyé, je ne sais pas où ils sont, à nos adhérents ultramarins qui savent mon amitié et mon soutien. Notre force, c'est la diversité des secteurs et des entreprises que nous représentons, la diversité dans l'unité. Notre force, c'est aussi notre maillage territorial. Notre force, enfin, c'est celle du collectif, c'est celle du nombre. C'est d'ailleurs l'enjeu de la représentativité, un enjeu de légitimité, d'efficacité et d'autorité. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons aller plus loin pour contribuer toujours plus au bien commun et à la prospérité. La confiance et la convivialité qui règnent entre nous sont une force incroyable. Vous savez combien j'y suis particulièrement attaché. Je m'emploierai sans cesse à les développer. Notre MEDEF doit être aussi affûté, collectif et performant que notre 15 de France, on l'a vu hier soir, ou que demain nos champions olympiques et paralympiques, à qui nous adressons évidemment tous nos vœux de succès, pour qui notre cœur vibre. Chers amis, soyez assurés de mon inlassable engagement à vos côtés. Vous savez mon engagement à notre MEDEF, à nos entreprises. Je leur voue une véritable passion. Bravo et merci à vous tous. Ensemble, nous réussirons. Vive l'entreprise, vive le MEDEF, un MEDEF ambitieux pour la France.